Le Mali dispose désormais d'un système informatique souverain de gestion des données du RAVEC. La plateforme s'appelle Malikoura Biométrie. Elle a été présentée ce matin au président de la transition. Le système est développé par des experts maliens décorés pour l'occasion par le colonel Assimi Goïta. Mettre en lumière les facettes cachées de notre histoire commune. À cet exercice se prêtent une vingtaine de professeurs et docteurs avec à leur tête professeur Doulaye Konaté. Ils sont réunis autour d'un atelier de réflexion et d'écriture de l'histoire du Mali. C'est un projet piloté par le Conseil national de sécurité. Et ce 13 février est la journée mondiale de la radio. Au Mali, elle est célébrée autour du thème « La radio au service de la concorde nationale ». Cette journée est une occasion de rendre hommage à ceux et celles qui se battent au quotidien pour informer et sensibiliser des millions d'auditeurs. Voilà pour le sommaire de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je le disais à l'instant, le Mali dispose désormais d'un système informatique souverain de gestion des données du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC. La plateforme s'appelle Malikoura Biométrie. Le système a été développé par 13 experts maliens issus d'un comité technique mis en place par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation Malikoura Biométrie a été présenté ce matin au président de la transition, colonel Assimi Goïta, qui a justement décoré les experts pour leur acte patriotique. Garibou Pérou, Aboubakar Traoré, Adama Kamara. Verrouillé, saboté, pris en otage par une société française, le Mali récupère avec succès son système informatique souverain de gestion des données du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC. C'est au bout de 2 mois et demi de batailles à intensité variée, le comité technique des experts bénévoles gagne cette guerre de souveraineté numérique Malikoura Biométrie. Après 3 semaines de travail intensif jour et nuit, mon équipe et moi avons pu récupérer tous les mots de passe de tous les serveurs. Nous avons également récupéré et sécurisé les données de la population malienne. Sur le plan logiciel, le temps de démarrage de Malikoura Biométrie est de 10 minutes, contre 45 minutes pour l'ancien système. Le temps d'arrêt également est de 30 minutes, contre 4 heures pour l'ancien système. Il n'y a pas de prestataire étranger pour les contrats de maintenance. Surtout, le basculement a été fait aujourd'hui à 0 francs pour l'État malien. Brusquement interrompu sa prestation, puis la société française refuse d'honorer ses engagements en matière de transfert des compétences. Le gouvernement du Mali, on se rappelle, a rendu public la nouvelle dans un communiqué en date du 25 septembre 2023. Le système est aujourd'hui récupéré et même basculé à 0 francs sur Malikoura Biométrie. À l'origine de cette initiative, je voudrais rappeler la réaction du coordinateur du projet. Il a affirmé que la prise en otage de la base de données était une humiliation pour les informaticiens maliens avant de proposer ces services de manière bénévole. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, à l'issue des travaux, une nouvelle application dénommée Malikoura Biométrie, soumise à votre approbation, a été conçue de manière autonome par des ingénieurs maliens entre le 2 octobre 2023 et le 16 décembre 2023. En plus de l'action bénévole des experts maliens qui ont accepté par patriotisme de travailler gratuitement, le basculement vers le nouveau système n'a eu aucune incidence budgétaire. Il est d'autant plus important de relever ces faits que l'offre la moins onéreuse pour mettre fin à cette prise d'otage qui nous a été proposée et pour laquelle le ministère de l'Économie et des Finances a été saisi s'élevait à environ 6 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution de 6 mois, avec le risque de créer une nouvelle dépendance. Mais à ces patriotes, je voudrais les remercier en votre nom qui ont pu économiser et faire économiser 6 milliards de francs CFA à notre pays. L'affront proprement lavé, les noms des experts sont désormais sur la liste des patriotes. Tous les 13 ont été décorés hors caméra chevaliers de l'ordre national par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Conformément à vos orientations, Excellence Monsieur le Président de la transition, chef de l'État et surtout votre sage conseil, je cite, « Si tu veux quelque chose de grand, fais ce que tu n'as jamais fait ». Fin de citation. Le danger écarté, le système est contrôlé exclusivement par le génie malien. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, donne le top départ de la souveraineté numérique. Le résultat des travaux de ce comité qui m'a été présenté tout à l'heure
est excellent. Cela prouve à suffisance que nous pouvons et devons faire confiance à nos experts nationaux. Mesdames et Messieurs, la nouvelle solution appelée Malikura Biométrie représente une avancée majeure pour notre pays, le Mali. Les offres de cette nouvelle solution permettront désormais à nos concitoyens de bénéficier des services de qualité dans les meilleures conditions. À travers la présentation qui a été faite, le nouveau système en tant que solution souveraine développée par des Maliens offre une multitude de perspectives pour notre pays. Malikura Biométrie est un système moderne d'identification biométrique qui va contribuer à renforcer la sécurité intérieure et à rendre plus fiables nos documents administratifs. Mesdames et Messieurs, pour aller vers le Mali numérique, j'invite les structures nationales à s'engager vers l'arrimage de leur base de données biométriques à Malikura Biométrie, en tenant compte de leurs besoins spécifiques. Cela simplifiera les procédures administratives, renforcera la cohérence des informations et contribuera à lutter contre la fraude et la corruption. Un avenir plus sécurisé est le souhait du président Goïta qui s'est adressé aux experts par la même occasion à l'ensemble du peuple malien. Messieurs les experts nationaux, l'histoire retiendra que malgré les difficultés du moment, vous avez pu relever les défis. En effet, il est important de rappeler que nous sommes un peuple millénaire et résilient qui doit toujours croire en ses capacités. Nous avons ici, une fois de plus, la preuve que le Mali regorge des talents, des génies auxquels nous devons faire confiance. Les conséquences de cette prise en otage sont déjà lourdes, mais elles seront sous peu de mauvais souvenirs, car plus robuste, sans frais et écarté d'un risque de vol, le nouveau système ainsi lancé est l'une des expressions de notre souveraineté nationale. L'actualité, c'est aussi l'ouverture d'un atelier de réflexion et d'écriture de l'histoire du Mali. Ce projet, piloté par le Conseil national de sécurité, vise à mettre en lumière les facettes cachées de notre histoire commune. L'équipe de rédaction conduite par le professeur Doulaye Konaté doit puiser dans l'histoire les leçons qui aideront à réconcilier le passé du Mali avec son présent. Une vingtaine de professeurs et docteurs y prennent part. Reportage Mamari Koné. Ils sont universitaires, chercheurs, officiers et experts des forces armées et de sécurité. Leur mission, c'est de mettre leur expertise au service d'une cause nationale, à savoir l'écriture de l'histoire militaire du Mali. L'exercice consiste à aider les militaires à revisiter et à mettre en lumière des facettes cachées de notre histoire commune pour mieux éclairer le sentier qui mènera à la refondation de notre outil de défense. Car il se dit que ceux qui ne comprennent pas le passé sont condamnés à le revivre. L'armée représente, on ne le répétera jamais assez, un élément fondateur et essentiel de l'État-nation. L'histoire militaire est une composante de l'histoire de notre pays. Et disposer en la matière de référence écrite est une grande première et constitue à coup sûr une étape importante dans le processus de refondation de notre outil de défense, un vœu cher aux autorités de la transition. Il s'agit bien de faire une étude scientifique conforme aux objectifs d'objectivité et de précision de l'évolution de l'institution militaire, pas seulement de procéder à un exposé chronologique des faits. De tels documents existent déjà dans les états-majors et services. Il s'agit d'écrire l'histoire militaire, non de faire l'historique de l'institution. On peut tout de même se demander pourquoi écrire une histoire militaire. Certainement pour synthétiser des retours d'expérience en vue d'en tirer des leçons utiles à la refondation de l'outil de défense.
L'ouvrage vise un certain nombre d'objectifs. L'objectif global est donc de produire un ouvrage sur l'histoire militaire du Mali, en partant donc du Ouagadougou, 4e, 5e siècle de notre ère, jusqu'à nos jours. L'ambition des concepteurs du projet, c'est de parvenir à un ouvrage à caractère scientifique, mais d'un accès facile, dont la qualité en ferait un ouvrage de référence pour les militaires, les chercheurs et tous les autres usagers intéressés par cette thématique. De façon spécifique, l'ouvrage analysera l'organisation militaire et tous les aspects qui s'attachent à l'exercice de l'art de la guerre. Outre les thèmes déjà évoqués au travers de la définition des objectifs, comme la question des thèmes transversaux sont retenus, comme celle de la question du genre dans les forces armées. Il est prévu d'ores et déjà un atelier méthodologique qui nous permettra une mise en ordre de l'ensemble des thèmes répertoriés. En termes de schéma organisationnel, selon le coordinateur scientifique, 4 groupes thématiques seront constitués. Leurs travaux vont s'articuler autour de la période des grands empires, la période des royaumes, la période coloniale et celle post-indépendance. À travers ces travaux, il s'agit tout simplement d'éclairer nos concitoyens sur l'histoire militaire de notre pays. Et rideau hier lundi sur les travaux du comité de relecture des avant-projets de loi portant application de la nouvelle constitution. Le comité présidé par le professeur Fousséni Samaké a travaillé sur 11 avant-projets de loi organique, 3 avant-projets de loi ordinaire et un avant-projet de décret. Ces nouveaux textes visent à faciliter l'application de la constitution promulguée en juillet 2023 par le président de la transition. Reportage Mamari Kone. Au lendemain de la promulgation de la nouvelle constitution, le président de la transition a créé un comité pour la relecture des avant-projets de loi en vue de son application. Elle-même prévoit que des lois organiques, des lois ordinaires et d'autres textes devront intervenir pour compléter le texte constitutionnel lui-même. Ce comité de 25 membres a examiné les avant-projets rédigés par les départements ministériels en vue d'apporter les modifications nécessaires. Pendant 2 mois, le comité a travaillé sur 11 avant-projets de loi organique, 3 avant-projets de loi ordinaire et un avant-projet de décret. Tous ces textes doivent compléter la Constitution et sont nécessaires pour l'entrée en vigueur de la Constitution. Dans certains pays, ces textes d'application prennent du temps. Il y a certaines constitutions même qui prévoient 5 ans, 6 ans pour élaborer ces textes d'application. Mais nous, ici, je crois que les autorités, les plus hautes autorités, ont estimé que la 4e République devrait effectivement, dans le cadre de la reconstruction de l'État, de la refondation de l'État, ces textes d'application devraient être pris dans les meilleurs délais. Le comité, effectivement, a statué presque article par article sur l'ensemble de ces textes. Et il y a certains avant-projets de loi qui comportent plus de 200 articles. Il y a 3 ou 4 qui comportent plus de 200 articles. Mais nous les avons examinés article par article. Le président du comité explique la différence entre loi organique et loi ordinaire. La loi organique, il y a 2 éléments qui le distinguent de la loi ordinaire. 2 éléments essentiels, il y a d'autres. Mais le premier élément, c'est qu'une loi organique doit être adoptée selon une procédure particulière qui est décrite dans la Constitution. Ça, c'est la loi organique. Une loi organique ne peut être promulguée par le chef de l'État qu'après qu'elle ait été déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Donc une loi organique est transmise obligatoirement à la Cour constitutionnelle qui examine si elle est conforme ou non à la Constitution. Alors que les lois ordinaires, ce n'est pas le cas. C'est la procédure classique, ordinaire.
Les textes ainsi élaborés portent sur les institutions de la République et la loi électorale, entre autres. Le comité a travaillé sur des textes sans lesquels la 4e République ne peut pas être fonctionnelle, si vous voulez. Il s'agit des lois organiques sur les institutions, certaines institutions. Vous avez la Cour des comptes, vous avez la Cour suprême qui est remaniée parce que c'est amputé de la partie section des comptes. Vous avez la Cour constitutionnelle dont la composition a été remaniée également. Vous avez même le Conseil économique, social, environnemental et culturel qui change également. Donc vous avez ces textes qui sont indispensables pour que ces institutions issues de la Constitution puissent effectivement être fonctionnelles. L'autre élément important pour la 4e République, c'est la loi électorale. C'est cette loi qui permet d'aller aux élections. Et évidemment, par rapport à la Constitution, vous avez des éléments dans la loi électorale qui vont changer obligatoirement. Parmi ces éléments, vous avez des dispositions relatives au mode de scrutin. Vous avez les questions des circonscriptions dans lesquelles les députés vont être élus, etc., etc. Donc vous avez une refonte en partie de la loi électorale. Des dispositions nouvelles sont également prises en charge, comme les langues nationales, désormais langues officielles. Les langues nationales ont été érigées en langue officielle de la République. Et la Constitution prévoit qu'une loi détermine les conditions et modalités d'emploi de ces langues. Nous avons également planché, effectivement, sur cette loi, sur l'emploi des langues officielles. Après donc cette étape d'avant-projet, vont s'ouvrir d'autres étapes comme celle du projet et enfin celle de l'adoption des textes définitifs. Cap sur Kidal, en marge de la visite des membres du gouvernement en 8e région. Dr Coulibaly Mariam Maïga, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, a rencontré les femmes et les enfants de Kidal pour s'enquérir de leur situation et apporter un soutien aux enfants démunis de Kidal. Sidi El Medi Ag Al-Bakar. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille multiplie les initiatives afin de permettre aux femmes et aux enfants de Kidal de contribuer au retour de la paix, à la réussite du dialogue intermalien, mais surtout à favoriser la relance des activités génératrices de revenus pour appuyer leur autonomisation. Dr Coulibaly Mariam Maïga a remis aux autorités administratives les exemplaires de la feuille de route suivie d'un échange avec les femmes et les enfants de Kidal. Avant de visiter la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Kidal, elle a aussi procédé à la remise de plusieurs kits composés des habits, des fournitures scolaires, des chaussures, des équipements sportifs et une enveloppe symbolique. Il y a de cela environ une dizaine de jours. Effectivement, nous étions à Kidal, dans cette même ville, pour nous enquérir des conditions de vie des populations de manière générale et plus particulièrement des conditions de vie des femmes et des enfants de Kidal. La visite d'aujourd'hui, c'est en quelque sorte chose promise, chose faite. Parce qu'il y a 10 jours, quand nous quittions ici, c'est ce que nous avons dit, que les plus hautes autorités du Mali aujourd'hui sont engagées dans le sens que les Kidalois, les populations maliennes puissent avoir de meilleures conditions de vie. La participation effective et active au processus de sécurisation et de la stabilisation en cours dans la région sont entre autres les sujets abordés au cours de cette rencontre, à l'issue de laquelle les femmes ont sollicité le renforcement de leurs capacités en vue de leur autonomisation. Vraiment, je remercie Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Enfant par son courage, vraiment. Elle est partie il n'y a même pas une semaine et elle est revenue encore. Elle est de cœur avec nous pour venir voir nos problèmes, vraiment. Et la ministre n'est pas venue aussi les mains vides.
Au terme de la mission, il ressort que les femmes de Kidal soutiennent sans faille les efforts des autorités de la transition afin de faire de la 8e région un havre de paix. Toujours à Kidal, visite de terrain également du ministre de la Jeunesse pour mieux appréhender les difficultés auxquelles la jeunesse kidaloise fait face. Il y a plus de 10 ans, axé sur les infrastructures comme la direction régionale de la jeunesse, la maison du spectacle, la maison des jeunes et le camp des jeunes. Suivons cette visite avec Idrissa Djibrila Maïga. La visite de terrain du ministre de la Jeunesse l'a conduit successivement dans les locaux de la direction régionale de la jeunesse de Kidal, transformé en un centre de déplacés internes, la maison des jeunes et le camp des jeunes de Kidal. Force est de reconnaître que ces différentes structures visitées sont dans un état déplorable. Tout est à refaire. Nous avons visité des infrastructures qui concernent la jeunesse et malheureusement nous sommes désagréablement surpris de voir que ces infrastructures sont dans des états catastrophiques. Il est important à ce que ces infrastructures soient au niveau afin que les jeunes puissent se retrouver et pouvoir mettre en place des plans pour leur propre promotion et leur propre développement. À la Maison des Jeunes, nous avons contracté avec un entrepreneur local. Malheureusement, le travail n'est pas fini et il est loin d'être fini. Nous avons vu des bâtiments qui se sont effondrés avec le temps. Il est important à ce que cette situation se fasse rapidement. Et aujourd'hui, nous sommes ici au camp des jeunes, à l'instar du camp de Tukoto, du camp de Soufroulaye. Il y a ce camp-là qui est ici pour le nord. C'est un camp qui, malheureusement, nous sommes à ce niveau. Nous comprenons que c'était un camp qui était utilisé par un des groupes armés comme base. La fin de cette visite a été sanctionnée par une rencontre de toute la jeunesse de Kidal avec les ministres dans la salle de conférence du gouvernorat de Kidal. Ces préoccupations se traduisent entre autres par la réhabilitation et l'équipement du camp des jeunes de Kidal, l'achèvement de la construction de la maison des jeunes de Kidal, la réhabilitation du terrain municipal de Kidal en répondant aux normes sur les chemins et l'équipement des différentes disciplines, la construction d'un centre de formation de football pour les jeunes de Kidal, la réhabilitation de la salle de spectacle de Kidal, la présence de la direction et le fonctionnement de cette direction de sport de Kidal, l'organisation des séances de sensibilisation sur la nouvelle 4e République, la nouvelle constitution de la 4e République, la restitution des recommandations générales des états généraux de la jeunesse. Au dire du ministre, tout serait mis en œuvre pour améliorer le bien-être de la jeunesse kidaloise. La rencontre des experts de l'AES se poursuit à Ouagadougou. Les travaux se poursuivent en commission. Les 3 commissions examinent la note conceptuelle de l'Alliance, le projet de traité portant création de la Confédération des États du Sahel. Sur la table également, l'examen et l'adoption des documents de travail du sommet des chefs d'État de l'AES. Et enfin, la conception de la charte graphique de l'Alliance des États du Sahel. Suite à l'incendie qui a ravagé le grand marché de Gao, le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré le bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Il s'agit pour les acteurs de l'économie de prendre des dispositions pour la gestion rapide de ce sinistre. Youssouf Diakité, Aboubakar Traoré. Cette rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, c'est pour trouver des solutions concrètes au sinistre qui a frappé le marché de Gao, l'incendie. C'est pourquoi les 2 entités ont fait des propositions immédiatement opérationnelles. Le mercredi 7 février 2024, le grand marché des légumes et des céréales de Gao a été complètement détruit par un incendie avec d'une exceptionnelle ampleur, avec beaucoup de dégâts matériels et financiers. Et cette situation peut se traduire très rapidement par la rupture de la chaîne d'approvisionnement de la ville de Gao. Et c'est pourquoi nous avons jugé utile d'échanger sur les mesures urgentes à prendre afin d'assurer l'approvisionnement correct de la ville de Gao. Le sujet numéro 2 que nous avons évoqué, c'est de dire aussi quelles réflexions faudra-t-il conduire pour soutenir la reprise des activités économiques au niveau de la ville de Gao, notamment au niveau de nos opérateurs économiques sinistrés. Et le 3e point de concertation que nous avons eu cet après-midi,
c'est qu'il y a une commission régionale qui a été mise en place au niveau de Gao. Pour l'instant, aucune estimation chiffrée des dégâts constatés n'est disponible, mais les enquêtes et les recherches se poursuivent. Il y a une évaluation des dégâts matériels et financiers, avec l'identification de l'ensemble des sinistrés. Et sur la base de ce rapport d'évaluation, nous sommes convenus, le ministère de l'Industrie et du Commerce et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, d'organiser une mission à Gao pour aller apporter le soutien du gouvernement de la République à l'ensemble des sinistrés, mais aussi échanger avec eux sur les mesures de reprise des activités de Gao. Outre le ministre de l'Industrie et du Commerce, la rencontre a regroupé les présidents des chambres régionales de l'industrie et du commerce. L'objectif, c'est de mettre toutes les instances dirigeantes au même niveau d'information. Vous le savez, le 13 février, c'est la journée mondiale de la radio, une journée célébrée par l'URTEL à travers la Fondation Hirondelle. Ce matin, à la Maison de la Presse, elle est célébrée au Mali autour du thème « La radio au service de la concorde nationale ». Cette journée est une occasion de rendre hommage à ceux et celles qui se battent au quotidien pour informer et sensibiliser des millions d'auditeurs. Moussa Papa Aïdara. Sans ce changement-là, sans cette mise en... La radio, ce petit mot de 5 lettres, est le plus célèbre des médias et est magnifié tous les 13 février à travers le monde. Outil de communication et d'information, les ondes de la radio ont pu réunir à l'occasion ces hommes et femmes qui ont dédié leur vie au micro. Sur initiative de Studio Tamani, à travers la Fondation Hirondelle et en collaboration avec l'URTEL, l'idée est surtout de faire le point de l'évolution de la radio et pousser la réflexion sur son avenir. Justement, pour parler de l'avenir de la radio malienne, avec l'apparition des nouveaux médias, d'énormes défis sont à relever. Si d'aucuns pensent que c'est une crainte pour l'outil radio, nous estimons que c'est une opportunité également à saisir. Il suffit juste pour les radios de se digitaliser afin d'atteindre non seulement l'ensemble de ces cibles, mais aussi avoir d'autres à travers le monde entier. Puissant moyen de transmission des messages, la radio est appelée à être au service de la concorde nationale. Thème de cette 13e édition. Un thème évocateur puisque notre pays a décidé à ce que les Maliens dialoguent entre eux sans intermédiaire. Comme l'a prôné le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Et la radio constitue un des maillons importants pour la réussite de ce dialogue. Maintenant, plus que jamais, nos radios sont appelées à jouer tout le rôle de rassembleur des communautés afin de promouvoir le dialogue constructif en faveur de la paix, la cohésion sociale et l'unité du pays. La radio, l'outil inoxydable, même à l'heure de la technologie, fait souvent face à une mauvaise utilisation. Les fake news prennent le dessus et Studio Tamani se positionne en sentinelle à travers plusieurs techniques de détecte du vrai, du faux. Nous avons mis l'accent sur les fake news qui, malheureusement, rendent l'exercice de la profession de journaliste beaucoup plus difficile. Et nous avons voulu que les journalistes, notamment les étudiants journalistes, soient attentifs et dispose des outils pour distinguer le vrai du faux. Le Mali compte 451 radios répertoriées par l'URTEL et qui doivent recevoir les 13 commandements de la charte d'antenne des radios et télévisions du Mali élaborée par les professionnels de médias afin de réguler le secteur. Plusieurs radios ont aussi reçu des attestations pour leur professionnalisme, dont l'ORTM. Parlons toujours de cette journée avec comme thème mondial la radio, le passé remarquable, le présent pertinent et la promesse d'un avenir dynamique. Prétexte tout trouvé pour jeter des projecteurs sur l'évolution de ce média et de Radio Mali de son avènement à aujourd'hui. Feu roulant sur cet outil d'information, d'éducation, de sensibilisation et de divertissement. Un dossier signé Sori Ibrahima Keita. Sortie des profondeurs de la nuit coloniale, elle arpente aujourd'hui avec fierté, détermination et abnégation les pentes glissantes et tranchantes des rochers qui jalonnent le chemin irréversible choisi au prix du sacrifice ultime par notre peuple, celui de la démocratie. Que de chemins parcourus, que de hauts faits et d'actes de dignité exhumés de l'oubli. Ce parcours,
C'est le reflet du concentré de l'histoire immédiate de notre pays. Oui, Radio Mali, votre radio. Notre radio a aujourd'hui 67 ans, 67 hivernages de passion de service public n'ayant pris aucune ride. C'est ici, au quartier Bagadadji de la capitale malienne, que tout est parti pour la belle histoire de Radio Soudan. Ce jour-là, 1er juillet de 1957, Modibo Keïta, alors maire de Bamako et futur président de la République, inaugure Radio Soudan. Comme toute radio africaine, elle a été, accompagnatrice de changements politiques, de grandes opérations politiques, mais également de bouleversements sociaux. Radio Soudan devient au fil du temps Radio Mali, radiodiffusion télévision du Mali, office de radiodiffusion télévision du Mali, de nos jours, office de radio-télévision du Mali. Je crois que leur objectif est différent de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'à ce moment, lorsque le RDA a conquis le pouvoir politique au Mali, sa préoccupation majeure, c'est, de se servir de Radio Mali comme instrument politique. Et lorsque vous voyez que, par exemple, il y avait tout un groupe, de grandes voix, Abdul Karim Travé, Abdul Gassama, Abdul Si, qui étaient dévolus aux éditoriaux. Et il y avait aussi une équipe qui était, productrice des slogans politiques qu'on mettait à l'ouverture du journal parlé. Donc, pratiquement la mission de persuasion politique dévançait la mission d'information. Aujourd'hui déjà, c'est la révolution numérique. C'est aussi l'avènement d'une radio-télévision interactive. Le futur proche, c'est la nouvelle maison de la radio-télévision à la hauteur des ambitions et de la détermination des autorités de doter le pays de médias publics crédibles et performants. C'est vrai, on assiste à l'avènement ou à l'émergence de nouveaux médias, télé, internet, etc. Mais malgré tout, la radio garde encore et toujours son charme et tout son charme. Aujourd'hui, vu que la situation est complexe sur tous les plans, sécuritaire, social, politique, économique, et que circule une masse importante d'informations contradictoires, le citoyen moyen a besoin d'explications. Il a besoin non pas qu'on lui donne des informations, mais qu'à côté de l'information, il y a un commentaire, il y a une explication, il y a également une persuasion. C'est-à-dire la persuasion est là pour lui faire admettre certaines réalités. Donc, vous voyez, de l'ORTM, un appel des auditeurs pour, plus d'explications, plus de commentaires et pas seulement l'information. Faiseur de rois et de vedettes, le média de service public qu'est Radio Mali et pour lequel média chacun compte doit sa respectabilité à tous ces pionniers, bâtisseurs, agents, artistes, morts ou vivants, les seuls à avoir le don d'ubiquité, eux qui ont toujours été partout et au même moment, souvent adulés, quelquefois haïs. Le bon quantitatif était indispensable. La revendication très partagée de nombreux citoyens dans ce pays, c'est qu'ils ont le droit d'être informés par les médias publics. Et les populations qui ne recevaient pas les émissions de l'ORTM se considéraient comme des citoyens de seconde zone. L'ORTM, au-delà du service national, a quelque part aidé également à la réputation de notre pays. Parmi les grandes voix, il n'y a pas seulement il n'y a pas les éditorialistes que j'ai cités, mais il y a quelqu'un, par exemple, comme Bala Moussa Keïta, qui est un exemple unique et qui avait une renommée qui dépassait les frontières maliennes
et qui était fortement implantée dans l'espace francophone sous-régional. Radio Mali, comme son contenant ORTM, plie mais ne rompt jamais dans sa passion de servir le Mali et tous les Maliens. Pas de doute, le rêve radiophonique du Mali mérite qu'on vive pour lui. Hommage aux braves dames et hommes de radio. Et justement, pour que ce média très important en matière de communication puisse exister et jouer pleinement son rôle, il faut qu'une fréquence lui soit attribuée par l'État. Quels sont les critères et les conditions d'attribution des fréquences radio au Mali? Des éléments de réponse dans ce dossier de la rédaction, une réalisation de Sokona Kamisoko. 95.2, l'onde de choc à Bamako, c'est la chaîne 2. En modulation de fréquence, FM sur Bamako et environ 92.00 MHz pour la chaîne nationale. Aujourd'hui, le paysage radiophonique malien connaît une véritable explosion avec près de 500 fréquences radio, dont 175 commerciales et 324 non commerciales. Pour une meilleure organisation du secteur médiatique, l'État malien a confié la régulation et l'attribution des fréquences à la haute autorité de la communication HAC. Gaussou Koulibaly, président de la HAC, nous dit clairement les conditions d'attribution des fréquences radio. Quand nous sommes prêts à mettre des fréquences sur le marché, si on peut parler comme ça, on informe le public par voie toujours des médias. Les personnes physiques ou morales qui sont intéressées doivent venir enlever les dossiers, bien sûr contre paiement d'une certaine somme, et vont renseigner les dossiers. Quand les postulants renseignent les dossiers, ils les ramènent à la HAC. Ils les déposent à la HAC et la HAC commet une commission d'experts dans laquelle ne siègent pas les membres de la HAC. Et ils dépouillent les dossiers de manière neutre. Et maintenant, ils nous fournissent le résultat. Ce résultat brut, dans un premier temps, est complété maintenant par les écoutes individuelles de cette liste brute qui a été dressée par la commission d'experts. C'est à l'issue maintenant de cette écoute-là, par les membres du collège cette fois-ci, que la liste définitive est dressée. Après cette vérification, les personnes déclarées gagnantes par rapport à la liste retenue viendront à la HAC pour non seulement payer les droits et taxes, mais également signer les conventions qui les autorisent à émettre. Ces radios qui sont autorisées, suivant nos textes, ont 6 mois après leur autorisation pour commencer à diffuser. Les fréquences attribuées n'appartiennent pas aux promoteurs des radios. Les fréquences sont mises à leur disposition tout juste pour exploitation. Les fréquences appartiennent à l'État. Elles restent dans le portefeuille, dans le patrimoine de l'État. Et donc, on ne peut pas admettre que quelqu'un postule, qu'on lui attribue une fréquence, qu'elle garde la fréquence entre guillemets en jachère et qu'elle se promène sans la rendre opérationnelle. Parce que quand vous postulez, ça veut dire qu'il y a un besoin qui est là. Et vous ne pouvez pas lever l'autorisation, signer la convention avec la HAC et aller garder ces documents par devers vous sans rendre la fréquence opérationnelle, parce que ça veut dire qu'en ce moment, c'est votre propriété privée, ce qui n'est pas le cas. Au-delà de ces 6 mois, si la personne n'utilise pas sa fréquence sans raison valable, elle peut s'attendre au retrait de sa fréquence radio par la HAC. Une radio ne parvenait pas à être opérationnelle dans les 6 mois. Il lui est loisible de nous saisir à temps pour nous dire les raisons qui l'ont empêché d'être prête pour être opérationnelle. Sinon, quand on constate qu'une radio autorisée n'est pas opérationnelle, là on a le plein droit au regard de nos textes de retirer cette fréquence. En plus du dépassement du délai requis, d'autres motifs peuvent pousser la HAC à retirer la fréquence radio. Quand une radio est autorisée et qu'elle commence même à opérer, si la radio s'abstenait pour diverses raisons qui ne nous sont pas connues a priori, de payer ses redevances annuelles, si nous on le constate, on fait des mises en demeure. Si malgré ces rappels, la radio ne répond pas,
alors on décide en ce moment de retirer la fréquence et ce retrait, c'est un acte administratif qui est notifié au promoteur de la radio en question. Il y a également d'autres motifs qui peuvent amener la HAC à retirer la fréquence à une radio. Une de ces raisons, c'est la violation systématique ou la violation des textes de la communication, le respect de l'éthique et de la déontologie. Alors, quand il y a des informations sensibles qui relèvent de la défense nationale, de la sécurité nationale, qui ne doivent pas faire l'objet de certains commentaires, si vous le faites, on vous interpelle. Au-delà de cet aspect, il y a des radios qui brouillaient ou qui brouillent en ne respectant pas leur puissance de sortie. Dès qu'on est informé qu'une radio ne respecte pas sa puissance, avant même qu'elle ne reçoive notre lettre, on appelle le promoteur. Et en rapport avec l'AMRTP, alors tout de suite, on dit à la radio de revenir à la puissance d'origine qui lui a été affectée. Au dire du président de la HAC, la redevance annuelle d'une radio dépend de la localité où la radio est implantée et de la nature de la radio. Nous émettons sur 5995 kHz, bande de 50. Autre sujet, assemblée annuelle de l'Association des responsables de l'enseignement catholique de l'Afrique de l'Ouest. Cette assemblée qui se tient du 12 au 16 février réunit les responsables des 8 pays membres de la sous-région. Fademba Keita nous en dit davantage. Le directeur national de l'enseignement catholique du Mali et le président de l'Assemblée annuelle de l'Association des responsables de l'enseignement catholique de l'Afrique de l'Ouest, Arne Kao, considère cet espace comme celui de partage d'expérience en matière éducative. Selon eux, les 5 jours d'échange doivent permettre aux participants de mutualiser les actions en vue de promouvoir la vocation première de l'association, qui est la formation intégrale des élèves et étudiants qui sont dans les différents établissements catholiques. C'est donc un creuset et un rendez-vous de partage, de réflexion et d'enrichissement mutuel et réciproque, dont nous repartons encore mieux outillés sous la mouvance de l'Esprit Saint et l'accompagnement de nos pères évêques. Vous avez placé la présente rencontre sous le thème « La vie de l'enseignement catholique dans les pays membres de l'Association des responsables nationaux de l'enseignement catholique en Afrique de l'Ouest francophone ». Pendant ces 4 jours, il s'agira pour vous de profiter du cadre que vous avez mis en place pour échanger, partager mutuellement vos expériences, surtout en matière de bonnes pratiques, en vue d'améliorer l'organisation et la gestion des écoles. Guidé par le Saint-Esprit, le cardinal Zanzerbo est persuadé qu'ils seront en mesure de répondre à plusieurs interrogations et défis afin de poursuivre leur élan de soutien continu des États dans la dynamique de formation des cadres. Quelle éducation donner aux jeunes dans un contexte de démission accrue des parents face à leur mission éducative? Comment assurer la pérennité des écoles catholiques malgré la faiblesse des moyens dont nous disposons? Voilà quelques questions auxquelles vous aurez sans doute à répondre. Sont membres de l'ARNECAO, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Cette assemblée annuelle de l'ARNECAO prépare la rencontre de l'Office international de l'enseignement catholique en Afrique, prévue du 14 au 17 mai 2024 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Du 12 février au 1er mars, 60 femmes et jeunes leaders seront formés sur l'utilisation des services financiers, repartis en 3 groupes sur 5 jours de formation. Les premiers bénéficiaires ont débuté leur session hier lundi. Abibatou Ditkoyan Diakité et Sambou Diakité. Éducation financière, employabilité, entrepreneuriat. 3 mots-clés à comprendre pour créer une entreprise, créer un emploi, par ricochet, créer la richesse pour l'État. Ainsi, à la faveur de ce premier atelier, 20 femmes et jeunes leaders bénéficient d'une formation pour améliorer leur culture sur l'utilisation des services financiers. Éduquer financièrement donc les populations, c'est leur donner d'abord, je dirais, 3 C. Le premier C, connaissance. Deuxième C, compétence. Et puis le troisième C, c'est la confiance.
surtout dans le domaine financier. Ces ateliers d'information et de sensibilisation de 15 jours vont concerner au total 60 participants sur initiative du projet PAFEM. Ce projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, appelé PAFEM, est un projet qui a été mis en place en avril 2021 par le gouvernement du Mali et la Banque mondiale pour un montant de 60 millions de dollars pour une durée d'exécution de 5 années. Le présent atelier s'inscrit donc dans la composante 1 de ce projet qui prévoit, dans son volet éducation financière, la sensibilisation et la formation. Saisissez cette opportunité. Sachez que vous êtes une infime partie d'un millier de jeunes à travers le Mali désireux de bénéficier d'une telle formation. Vous avez été chanceux cette fois-ci. A-t-on l'habitude de dire que la formation n'a pas de prix, mais elle a plutôt un coût. C'est vraiment capital pour vous de suivre cette formation pour pouvoir mettre en place, c'est-à-dire les activités génératrices de revenus que vous souhaiterez vraiment réaliser. Les participants retiendront à partir de là qu'il faut prendre soin de son argent pour qu'en retour, son argent prenne soin de soi. Dans la cité des Balanzans, le PDG de l'usine M3 vole au secours de l'hôpital régional Nianankoro-Fomba de Ségou. Modibo Keïta offre gracieusement à l'hôpital un groupe électrogène d'une valeur de 70 millions de francs CFA. La cérémonie de remise a eu lieu en présence du gouverneur de la région, Ramata Konaté et Moussa Fofana. Le groupe électrogène de 250 kVA est le geste du président directeur général de l'usine M3 à l'hôpital Nianankoro-Fomba de Ségou. L'appareil a coûté 70 millions de francs CFA. Nous ne célébrons pas seulement un objet matériel, mais un symbole vivant de solidarité, de résilience et d'espoir. Les aléas de la vie moderne, tels que les coupures de courant, nous rappellent sans cesse la fragilité de notre condition. Dans ces moments obscurs, une lueur d'espoir émerge, portée par des âmes altruistes et des cœurs généreux. C'est avec un sens aigu du devoir patriotique et de responsabilité citoyenne que la société moulin moderne du Mali, M3SA, a ressenti le besoin impérieux de se manifester. L'œuvre qu'il vient de faire à l'hôpital Nianankoro-Fomba nous va droit au cœur. Ce don vient renforcer le dispositif énergétique de l'hôpital. Cet appareil doit alimenter certains services névralgiques de la structure sanitaire comme la centrale d'oxygène, le bloc opératoire, la pédiatrie. Le groupe électrogène que nous recevons aujourd'hui contribuera sans nul doute à améliorer les conditions de travail du personnel de l'hôpital et la qualité des soins pour le bonheur des patients et de leurs familles. Je lance un appel à la direction de l'hôpital Nianankoro-Fomba à faire un bon usage de ce matériel et à veiller rigoureusement à son entretien régulier. Ce groupe électrogène constitue donc un ouf de soulagement pour les travailleurs, mais surtout pour les usagers de l'hôpital régional. De la beauté dans ce 20h pour l'édition finale de Miss ORTM 2024, la diaspora malienne des USA sera représentée par Nanyuma Kamara, 1,79 m. La jeune de 20 ans fait des études dans le domaine social. Elle a été présentée au cours d'une soirée couplée à la remise de distinction des entrepreneurs d'origine malienne aux USA. Aïssata Ibrahim Maïga depuis New York. Cette première édition de la Nuit des entrepreneurs est un événement organisé par Bamassi Productions et Yapani. Cette plateforme exceptionnelle a été créée dans le but de valoriser les entrepreneurs de la diaspora en les réunissant dans un lieu unique propice à la reconnaissance. Ce soir, nous mettons en lumière les réalisations extraordinaires des entrepreneurs maliens qui ont fait preuve de résilience, de créativité et de persévérance dans leurs domaines respectifs. C'est par la collaboration, l'innovation et les entrepreneuriats stratégiques que nous pouvons stimuler une croissance économique durable et créer des opportunités de prospérité dans notre pays d'origine. Ce soir, nous appelons nos entrepreneurs estimés à envisager d'investir leur expertise et leurs ressources au Mali, contribuant ainsi au développement et à l'avancement de notre nation. En plus de rendre hommage à nos entrepreneurs ce soir,
un moment significant alors que nous présentons Miss Mali États-Unis et Canada, qui représentera notre communauté avec grâce, dignité et fierté. Les 25 récipiendaires viennent de 6 États et évoluent dans plusieurs domaines d'activité. L'ambassadeur représentant permanent du Mali auprès de l'ONU s'est dit heureux de voir le niveau d'engagement de nos compatriotes dans la vie socio-économique américaine. La nuit des entrepreneurs maliens des États-Unis a pris fin par la présentation au public de la Miss Mali-États-Unis, Naïma Kamara, qui s'envolera pour la grande messe de la femme malienne Miss ORTM 2024. Cette triste nouvelle, nous avons appris ce soir le décès de Dr Abdoulaye Sall, président de CRI 2002 des suites d'une maladie. Le portrait va porter sur le plan stratégique d'amener les Maliens à avoir une connaissance, une compréhension commune de certains concepts que nous appelons des concepts fondateurs et fédérateurs comme la démocratie. Dr Sall, acteur de la société civile, ancien ministre chargé des relations avec les institutions, socio-économiste, il était fortement engagé dans la valorisation des autorités traditionnelles. Il était fréquemment sur nos plateaux en tant qu'expert diplômé de l'École normale supérieure de Bamako et de l'Université de Nice en France, en économie et droit du développement. C'est par l'enseignement qu'il a commencé sa carrière professionnelle avant d'être nommé inspecteur des sociétés et entreprises d'État, puis directeur général de l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM. Il avait 76 ans. Ses obsèques auront lieu demain à 16h chez lui à Lafiabougou. Dors en paix, Dr Sall. Et c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.